Joyeuse semaine à tous. Merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de Sport Club. On parlera aujourd'hui de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Nous sommes à J-8 pour le kick-off de la compétition. Ce sera ici à Yaoundé. 12 nations attendues au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Les Lions indomptables s'activent dans la préparation et à l'orée de la compétition, on fait le point de la préparation de la sélection nationale. Rendez-vous qui sera mis en pause actu de cette édition de Sport Club. En ce qui concerne le débat du jour, il portera sur le financement des clubs en football, les clubs professionnels. Quelle solution pour sortir définitivement de la spirale et comment faire pour éviter le piège des interruptions à répétition? Autant de questions qui interpellent. Et puis le 17e Tour cycliste international du Cameroun. 3 journées de compétition et les Camerounais qui tardent à sortir. Toujours attendus sur le podium, les Lions du vélo pourront-ils s'illustrer dans cette compétition? Voilà pour le menu de Sport Club ce jour avec notre panel. Sando Lomtiti est déjà sur ce plateau. Bonsoir Sando. Bonsoir Edith. Et tout à côté de vous, c'est bien Boma Konofino. Boma Konofino, c'est le responsable Sinafoc pour le centre, le sud et l'est. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être là. Je salue le panel et je salue nos nombreux téléspectateurs. Et puis Emmanuel Bankolo est également avec nous aujourd'hui. Emmanuel, il y a la forme? Ben, ça va, ça va. Bonsoir Edith, bonsoir au panel et à tous ceux qui ont pris de leur temps ce soir encore. Notre journaliste qui nous fait l'honneur d'être avec nous et pour parler des questions du sport, c'est Achille Foumena. Bienvenue également. Merci Edith, le plaisir est partagé. Bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent en ce moment. Merci d'être avec nous. Sport Club, c'est parti. COVID-19 is a reality and it kills. Let us accept the new change in our lifestyle. Do not be part of the propagation. Let us respect the measures put in place by the government to protect ourselves as well as those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Bienvenue une fois encore sur ce plateau de Sport Club. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. On ouvre cette édition avec la pause actuelle. Vous avez suivi tout à l'heure la première articulation. Ce sera le football féminin. Trop de problèmes en ce moment. On pensait les jeunes filles bien loties pour pouvoir disputer la compétition, mais hélas, les clubs et les présidents de clubs menacent de ne plus jouer. Les prochaines rencontres, résolutions phares prises au cours d'une réunion tenue en début de semaine dernière. Et pour savoir ce qui fait problème, il faut tout simplement dire que c'est l'argent, le nerf de la guerre. Un fait marquant, les présidents de clubs n'ont reçu depuis le début du championnat que 1,1 850 000 francs sur les 5 millions attendus. Et vous pouvez donc constater que les voix s'élèvent pour réclamer le reste. Et plus encore, il y a cette action du sponsor qui ne joue pas toujours son rôle. 4 clubs seulement sont pris en considération, ce qui n'est pas du tout à permettre aux autres de se déployer comme il se doit et de s'exprimer normalement sur le terrain de compétition. Conséquence, les présidents de clubs ont décidé d'arrêter si rien n'était fait. C'est une situation qu'on peut dire toutefois tout de même alarmante, Sando Lomtiti. Oui, situation alarmante quand on sait qu'au départ, nous avions salué l'arrivée d'un sponsor et que nous croyons des problèmes, des choses rentrer dans un autre calendrier. Malheureusement, on a tôt fait d'oublier que le football féminin ne rapporte pas de l'argent à la différence du football masculin. Donc ici, ce sont les présidents de clubs qui saignent et qui se saignent véritablement. Donc tout le monde s'attendait à ce que dans la
lancée du professionnalisme du football féminin au Cameroun, qu'on puisse avoir quand même une certaine visibilité. On a salué la mise sur pied d'une ligue de football professionnel. On ne peut pas compter plus de 7 pays en Afrique à avoir un championnat professionnel. Qu'on regarde les pays où le football est développé, c'est-à-dire le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali, l'Égypte, pour ne parler que de ce pays-là, où on parle du football féminin, effectivement. Très peu en dehors de ce pays, il n'y a pas véritablement le football professionnel engagé. Je ne crois pas qu'il y en ait au Ghana et tout. Donc le Cameroun a pris une option dans le football d'avenir, c'est-à-dire le football féminin et le football jeune. Malheureusement, ça semble être resté dans le cadre des discours ou des faits qui sortent comme des lucioles pour pouvoir éclairer un ciel suffisamment noir. On comprend la colère des présidents des clubs. Pour les avoir côtoyés, on imagine, on sait ce qui se passe à l'intérieur de ces clubs-là. Donc, valait mieux ne pas promettre que de promettre et ne pas remettre. Ça pousse à un moment donné les joueuses à croire que ce sont les présidents de clubs qui ne respectent pas leurs propres engagements. Et pourtant, vous avez tout fait de le souligner. Sur 5 millions annoncés par club, il n'y a que 1,5 million qui ont été remis. À partir de ce moment-là, les présidents de clubs qui ont essayé de budgétiser un certain nombre de choses ne peuvent plus tenir leurs engagements. Il y a quelques clubs, 5 clubs à peu près, qui ont une certaine assise financière du fait d'appartenir à des associations un peu plus solides, du fait d'avoir des mécènes ou alors du fait d'appartenir à, comment on peut appeler ça, des institutions. Et ce n'est pas le cas pour toutes les autres équipes. Et il faut un temps d'arrêt, un temps de réflexion pour relance. Je ne souhaiterais pas que le championnat national de football professionnel puisse disparaître comme ça, mais il faudrait que les uns et les autres, tels qu'ils l'ont commencé, j'espère qu'ils vont continuer la réflexion auprès de la Fédération camerounaise de football pour ramener tout le monde sur la table de discussion. Mais on voyait quand même un championnat qui se jouait. On a d'ailleurs applaudi sur ce même plateau. On a pensé que le football féminin se portait beaucoup mieux que celui des hommes, et comparativement à celui des hommes. Est-ce qu'on s'est trompé, Emmanuel Bankolo? Il y a 2 angles. Je crois que nous, sportivement, on ne s'est pas trompé parce qu'on a vu des jeunes dames qui se mettaient à fond. Sportivement, on ne s'est pas trompé. Administrativement même, je ne crois pas qu'on se soit trompé parce qu'on avait tiré la sonnette d'alarme. Lorsqu'il y a eu cet élément en termes de naming, on avait dit c'était déjà bien parce qu'il n'y avait même pas. Mais alors, est-ce qu'on a pris d'abord langue avec les principaux concernés avant d'y aller? Parce que je ne me rappelle pas qu'il y ait eu une réunion entre la Ligue de football féminin, la fédération et puis l'association des clubs de football féminin avant d'aller s'attaquer aux sponsors. Pire encore, c'est que c'est pratiquement dans la saison qu'on a eu la mise en place de l'association des clubs de football féminin, une véritable association. Donc je ne sais pas si peut-être quelqu'un se rappellera, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'on ait eu cette plateforme-là. Cette plateforme-là aurait aidé simplement à être beaucoup plus fort, beaucoup plus costaud encore dans la négociation. Maintenant, il n'y a qu'au sorti de là, vous avez un autre problème, c'est que la Ligue de football féminin elle-même n'a pas été mise au premier fait, lors même simplement de la signature. On aurait dû avoir une signature directe entre la Ligue et le sponsor. Mais on a eu droit à une signature entre le sponsor et la fédération. Là, c'était déjà le premier couac. Deuxième couac, c'est que la Ligue est bien loin de la négociation et est bien loin du sponsor. La Ligue attend d'avoir les nouvelles de la fédération concernant le financement. Donc, il y a un problème, c'est-à-dire, c'est la fédération qui informe la Ligue de ce que, oui, vous aurez. C'est la fédération qui est au devant pour essayer de discuter avec l'association des présidents de clubs. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut bien vouloir ou encore demander à la Ligue? Ça pose un véritable problème. Maintenant, les présidents de clubs, à ce que j'ai lu, c'est pas qu'ils menacent. Ils demandent de voir un peu plus clair dans cette affaire, mais de 2, ils vous font savoir que... Je vous rappelle quand même qu'il y a des clubs qui ne jouent plus. Hein. Il y a, par exemple, l'association sportive de football de Diamaré qui ne joue plus, Renaissance de Guidère qui ne joue plus non plus. C'est normal parce que... Donc il y a quand même des clubs et la menace est réelle. Si ces clubs-là sont appelés à faire le déplacement de la grande partie sud du pays 2-3 fois,
Mais allez voir ce que ça leur coûte. C'est au-delà de ce qu'il leur est même promis dans le naming, c'est-à-dire les 5 millions. Donc, moi, pour ma part, je les comprends et j'espère que du côté de la fédération, on les comprend aussi. Je vais prendre l'avis de Achille Foumena. Oui, je crois que c'est une situation un tout petit peu compliquée. Moi, j'ai été un tout petit peu dedans parce que je suis proche des clubs de football féminin. À l'annonce de l'arrivée de ces partenaires, c'était une sorte de soulagement. Les présidents, Sando l'a bien repris tout à l'heure, qui saignent et qui finalement n'ont même pas un retour sur leur investissement en fin de saison. Quand vous avez, par exemple, gagné le championnat du Cameroun, qu'est-ce que vous avez quand vous faites un peu la comparaison avec ce que vous avez engagé en termes de recrutement, primes d'entraînement, primes de match, les déplacements pour aller jouer, vous ne gagnez presque rien. Maintenant, les clubs se sont dit, voilà, le sponsor arrive, on recevra certainement quelque chose. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'était que le prendre les joueuses des 12 équipes en charge, c'était 22 joueuses, avec ce qu'ils ont appelé prime. En fait, c'est une sorte de prime de sponsoring. Mais sauf que entre ce qui a été annoncé et ce qui s'est fait matériellement sur le terrain, il y avait un fossé. Maintenant, il y a eu une mauvaise communication, quelque chose qui pourrait même ressembler à un marché de dupes. On est en début de saison, on annonce du côté de la fédération que les clubs vont recevoir pour une fois l'intégralité de la subvention, l'appui fédéral. 5 millions, 5 millions, 5, 6 millions et demi, 7 millions pour les clubs du Septentrion. Mais sauf que ce jour, on donne 5 millions et demi aux clubs et c'était pas la subvention, mais l'argent de l'appui Covid. Vous voyez Exactement. un peu. Et on a dit que les clubs ont reçu la subvention. Maintenant, quelques temps après, les clubs sentent l'entourloupe et c'est de là que les problèmes commencent. Et à la fédération, on a tenté de les convaincre que cette saison, ils ne pourraient jouer qu'avec l'appui de Covid et que la subvention, ils ne l'auront pas. Il faut peut-être préciser ici que la subvention, c'est quoi? Ce n'est pas qu'on donne l'argent au club, mais on se dit, parce que moi, je ne pense même pas qu'on parle de football féminin, on soit déjà au niveau tout au moins amateur. Moi, je dis, nous sommes encore dans la promotion. Et la subvention, c'est quoi? C'est un appui logistique pour que les clubs puissent se déplacer, partir par exemple des Bolova pour aller jouer à Garoua ou pour aller jouer à Maroua. C'est ce que la fédération a décidé. Au début, c'était même des titres de transport par les biais d'une entreprise qui était en partenariat avec la fédération. Mais maintenant, on a changé les thèmes. C'est devenu les 5 millions et demi, 6 millions. Avant, il y avait déjà le reliquat, la subvention de la saison 2019-2020 et nous étions déjà dans une nouvelle saison. Voilà tout ça. Quand maintenant le sponsor arrive, première chose, l'association des présidents de club football féminin existe au moins depuis 2 ans. Mais sauf que à la fédération, on voit cette association comme un adversaire. Pourtant, c'est un des partenaires, le principal partenaire de la Ligue même. Voilà tout le problème. À Douala, on n'a pas associé les clubs dans la négociation avec le partenaire. Les premières difficultés sont retrouvées au niveau de la qualité des équipements, les couleurs qui n'ont pas été respectées. Quand on s'est retrouvé avec les couleurs rouge et blanc, on sait que Canon c'est rouge et vert. C'est là que les problèmes ont commencé. Et maintenant, sur 12 clubs, 4 seulement ont reçu déjà 4 mensualités. Canon, s'il n'a rien eu, Éclair n'a rien eu, Awa n'a rien eu. Et maintenant, quand vous prenez même les 4, il y a dans certains clubs où, sur 25, 9 joueuses ou 4 joueuses ont reçu. Donc tout ça, c'est la énième menace. Parce que ce championnat s'est déjà arrêté au moins 2 fois. Et les clubs ont été conciliants plusieurs fois. Ils ont montré leur bonne foi. Ils voulaient jouer, mais à la fin, dès qu'ils se mettent en concertation, on leur dit, voici ce qu'on va faire. Les clubs jouent. Et dès que les clubs ont commencé à jouer, on oublie qu'on avait fait des promesses. Donc ça, moi personnellement, cette interruption, elle devrait même avoir lieu depuis et elle n'arrive que trop tard. Monsieur Boma, vous avez la parole par rapport à cette situation. Quelle est votre position? Comment est-ce que vous accueillez ce genre de problème qui mine le football féminin? Je pense que déjà, je fais mienne les interventions de mes prédécesseurs pour dire que le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs, je coutume à dire que les clubs doivent être au premier plan de nos compétitions. Parce que c'est les clubs qui gèrent directement les joueurs. Et vous savez que le joueur, pour qu'il y ait compétition, doit être motivé.
Et ce qui fait la motivation du joueur, c'est le plaisir de jouer. Pas de jouer, mais le plaisir de jouer. Et comment jouer? Dans des conditions idoines. Donc ça pose donc le problème de la structuration de nos clubs. Parce que j'ai coutume à dire, et j'insiste dessus, que les clubs ne peuvent pas toujours être à la commande vis-à-vis de la fédération. Parce que ce sont des clubs, la qualité des clubs qui fait la qualité d'une fédération. Si on a des très bons clubs, on aura une très bonne fédération. Et si on a des clubs forts, mieux structurés, plus développés, on aura forcément une fédération bien outillée aussi. Et je crois que le problème qu'on pose là, c'est simplement un problème de pauvreté. Problème de pauvreté, problème de gouvernance. Et je crois qu'il faut repenser, n'est-ce pas, la philosophie même et la politique même qui est mise en place dans notre univers footballistique. Je crois qu'il faut changer de redavant les paradigmes et vraiment qu'une convention collective soit, n'est-ce pas, convoquée. Monsieur Sando? Oui, en quelques mots, je voudrais dire que M. Foumina a bien fait de soulever le fait de la promotion du football. Et nous sommes tous d'accord. Nous l'avons dit ici à suffisance, Emmanuel et moi, pour ne citer que ceux qui sont sur ce plateau, que le financement des clubs montrait le niveau indigent du football camerounais. Mais maintenant, lorsqu'on prend un engagement, il faut forcément le respecter. Les clubs amateurs n'attendent presque à rien, en dehors peut-être des fonds Covid, ou lorsque nous participons à une phase finale de la Coupe du Monde, on promet quelque chose et on remet ou on ne remet pas, c'est selon. Mais maintenant, la Fédération camerounaise de football a signé un partenariat avec un sponsor au nom de la Ligue de football professionnel, même si la présidente de cette ligue-là est membre du comité exécutif et vice-présidente, donc on ne sait même pas à quelle qualité elle était là, membre du comité exécutif ou par ailleurs ou accidentellement présidente de la ligue. Et vous prenez donc l'engagement de remettre un montant d'argent aux joueuses. Je vous dis, Edith, les présidents de clubs sur ce coup sont suffisamment mal à l'aise parce que c'est comme un parent qui promet quelque chose à son enfant et qui devient ridicule parce qu'il n'a pas pu tenir à son engagement. La fédération n'a pas respecté ce qu'elle a pu dire. Disons-le comme ça clairement. Et maintenant, le club se retrouve en ballottage défavorable. Nous y reviendrons dans les autres thèmes de ce soir pour ce qui est du football. Mais disons que la fédération devrait mieux faire ou en retour sortir de la Ligue de football professionnel. Disons qu'on joue comme on joue par le passé, que de dire qu'on est professionnel ou semi-professionnel. Mais on peut également dire que les clubs n'ont pas cherché à voir clair dans cette histoire avant de passer à la signature de tout cela. Oui, je crois qu'à un moment, le petit péché, entre parenthèses, entre guillemets, mignon des clubs, c'est d'avoir continué à faire confiance à la fédération, alors que si on revient 2, 3, 4, 5 saisons en arrière, on verra que la fédération s'est comportée de la même façon. Il a fallu qu'on arrive pratiquement à la bagarre pour que finalement cet argent tombe. Et maintenant, les clubs, à mon avis, ont manqué de points parce qu'ils auraient dû bloquer le démarrage de la compétition, voir d'abord clair. Mais maintenant, c'était quoi? Comme on nous a dit de commencer, on commence et peut-être à la 3e journée, on va voir. Si ce n'est pas bon, on arrête. Moi, je pense que c'est à ce niveau parce que je crois que l'idéal, quand on ne veut pas avoir des soucis, c'est qu'avant de s'engager quelque part, on se rassure d'abord que où on va, voici ce que je vais recevoir. Mais quand vous avez déjà commencé, on pourra vous faire le reproche de savoir pourquoi est-ce que vous avez commencé ne sachant pas où vous alliez véritablement. Donc, c'est un peu à ce niveau. Mais moi, je dis ici qu'on devrait comprendre. Et je dis, je suis proche de ces clubs et c'est le véritable sacerdoce. La fédération, je ne sais pas comment il arrive que vous dites que nous allons aider le football féminin dans sa promotion. Et voici le rôle que nous jouons. Mais à un moment, vous qui êtes la fédération, vous qui avez la responsabilité de la gestion de ce football, vous êtes les premiers à briser les accords. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que cette fédération est véritablement une fédération qui a pour but de développer le football? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a blocage, ce ne sont pas les clubs qui bloquent. Les clubs sont asphyxiés. Canon Fille de Yaoundé, par exemple, pour aller jouer à Maroua, on programme Canon de Yaoundé sur 10 jours. Vous allez passer 10 jours
entre Guider, Maroua et Figuil. Le transport seulement, c'est 1 200 000. Vous avez 25 jours. Enfin, c'est une délégation de 25 parce que vous ne pouvez même pas aller avec 25 jours. Peut-être 18 jours, les entraîneurs, les encadreurs et autres qui sont logés pendant tout ce temps-là. Et l'appui qu'on doit vous donner, vous n'en avez pas. Comment vous faites? À un moment, quand vous revenez, l'argent est fini, vous ne pouvez même plus aller jouer à Bolova. Ouais. Parce que maintenant, si on continue de programmer, vous ne pourrez pas partir, c'est un cas de forfait. Le club, c'est pour ça que quelque part, je vois venir M. Bouma. Et c'est qu'on a souvent eu cette discussion. Mais je dis non. Il y a deux parties qui sont engagées à construire quelque chose. Chaque partie doit respecter ses engagements. Au-delà de ce que les clubs ont une responsabilité. Les clubs recrutent, ce n'est pas avec l'argent de l'Africa Foot. Les clubs logent les joueurs. Il y a Kadonfi, par exemple, qui a 4 centrafricaines qui sont logées aux frais de l'équipe. Ce n'est pas la fédération. Donc, les clubs font. Maintenant, il faut que la fédération aussi, à son tour, respecte ses engagements. C'est tout. Et avec quel sponsor? Monsieur Bouma? Edith, vraiment, quand on demande la parole, généralement, c'est parce qu'on veut sauver l'intégrité du jeu. Il faut sauver l'intégrité du jeu. M. Foumena fait un très bon développement qui démontre que les clubs ne peuvent pas tenir leur cahier de charges. Parce que si simplement on peut dépenser 1 200 000 pour le transport, alors qu'en serait-il pour l'hébergement? Qu'en serait-il pour la restauration? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a même le volet sanitaire et autres. Et voilà, moi je prends que les petites rubriques. Parce qu'en réalité, le volet sanitaire et médical est plus important que le reste. Et je dis donc que le traitement donc, que l'on doit afficher aux joueurs, eu égard à toutes, n'est-ce pas, ces obligations que les clubs ont, on dit donc que quand vous promettez 5 millions à un joueur, à un club, pour moi, c'est largement suffisant. Même si on est simplement dans un... Mais c'est pourquoi il faudrait déjà tenir au moins les 5 millions. C'est pour ça qu'il faut donc... C'est pour ça qu'il faut donc que les clubs, n'est-ce pas, cessent d'être un patrimoine présidentiel. Excusez-moi. Allez-y, on vous écoute, on vous comprend. Je ne voudrais pas que le club soit une propriété du président. Le club doit être une entreprise, même si elle est amateur. Même s'il est amateur, ce club doit avoir les bons réflexes. En savoir qu'on peut mieux se structurer à plusieurs. Parce qu'il faut savoir une chose. Le foot, c'est une activité, n'est-ce pas, qui engage, n'est-ce pas, tout un collectif. Mais il faut que les présidents comprennent que seuls ils ne peuvent pas. Plusieurs, on est capable d'aller plus loin. Et ça, Fouman, vous allez pleurer tout le temps. On aura toujours affaire aux mêmes situations, aux mêmes problèmes. On va sortir quand même de ce sujet qui est fort intéressant, mais on n'a pas toujours le temps. Quelles sont les solutions qu'au niveau du SINAFOC, vous proposez pour que ça n'arrive plus? Pour que ça n'arrive plus, que les clubs deviennent d'abord des entreprises. Première chose. Ça, c'est la règle. Quand le club saura se prendre en charge, le tour sera joué. Ailleurs, c'est les clubs qui subventionnent les fédérations à travers la Ligue. Vous voyez un peu? Que nous changeons de paradigme, c'est ce que nous disons. Maintenant, quand on va penser changer ce paradigme, on va donc se mettre ensemble pour, n'est-ce pas, une espèce de convention collective pour que toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, participer en fait, très rapidement, il ne faudrait pas qu'on vende ce qu'on n'a pas. Monsieur Bouma fait bien de le souligner, sauf que les engagements ont été pris, je pense, en 2010 par la Fédération camerounaise de football, avec la Caisse nationale de prévoyance sociale, exigeant que les joueurs devraient être affiliés à la CNPS. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si on a suivi ce dossier. Vous ne pouvez pas être en phase de promotion et être exigeant vis-à-vis des personnes qui vous accompagnent. Les présidents de football jeune, de football féminin, sont des personnes qui accompagnent, je peux dire, de manière bénévole la Fédération camerounaise de football quand on tient compte de l'encadrement réservé aux athlètes. À partir de ce moment, lorsque la Fédération dit « je vous donne 5 millions », M. Foumena a bien fait de souligner, en prenant l'exemple d'un seul club, Canon de Yaoundé, pour un déplacement à Guidé. Ça donne combien? 1 200 000.
Combien de déplacements ce club peut faire avec tel argent? Je ne partage pas le management de football dit professionnel chez les messieurs. Mais pour les dames, pour les jeunes, je dis bien que c'est un football en promotion et pour lequel la Fédération camerounaise de football a pris des engagements. Il faudrait que cette fédération tienne à ces engagements. Première chose, donner l'argent qu'elle a promis. Deuxième chose, soit être plus clair. Vous ne pouvez pas dire que c'est la subvention et après ça devient le fonds Covid. Troisième chose, intégrer des personnes qui sont susceptibles, qui sont chargées de la gestion de ce football. C'est-à-dire que la Ligue de football professionnel, de football féminin autant pour moi, cesse d'être sur les épaules de Madame Thérèse Pauline Mangueler ou alors de Céline Eco et de leurs personnes. Lorsqu'il faut avoir les rames de papier, il faut d'abord saisir la fédération, ainsi de suite. Vous signez des contrats, les contrats leur tombent sur la tête. Il faudrait donc que toutes ces personnes-là, y compris les clubs, soient impliquées. Dès lors qu'on est impliqué, je donne un exemple naïf. Si votre enfant sait que papa gagne 100 francs, il ne viendra pas vous poser le problème de 300 francs. Mais dès que vous donnez l'impression à votre fils que vous gagnez 1000 francs, l'enfant viendra vous poser un problème de 500 parce qu'il sait que son papa est fort, son papa a de l'argent. La fédération a pris des engagements, la fédération a eu des entrées que je ne peux pas évaluer ici. Par respect pour cette institution, il faudrait que la fédération respecte les partenaires qui sont la Ligue de football jeunes et la Ligue de football féminin dans le cadre de la promotion de ces activités-là. Et avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire qu'on ne s'achemine pas vers une autre saison où on va désigner peut-être le champion comme ça parce qu'on n'a pas joué? Le risque est grand. Encore que dans l'esprit des clubs, il y a comme une sorte de démotivation. Parce que l'autre enjeu, vous avez remarqué certainement que le championnat de première division de football féminin cette saison, au niveau technique, est à 50 lieues de ce qu'on a vu avant. Parce qu'il y avait une motivation, il y avait un challenge. La qualification pour la toute première édition de la Ligue des champions féminines. Mais sauf que, à l'heure où nous en sommes, il y a un club qui a déjà été désigné pour aller représenter le Cameroun en Ligue des champions. Ça fait que ça tue l'enjeu. Maintenant, si devant il y a encore des problèmes de financement, les clubs vont dire, en tout cas, on joue pourquoi? Si on arrête, on arrête. Je pense que là, l'Africa Foot devrait prendre cette menace au sérieux et régler le plus tôt possible le problème avec les clubs. Oui, mais moi, je voulais revenir sur... Vraiment, on ne va pas s'attarder là-dessus. Il faut quand même qu'on passe à autre chose. Vous aurez l'occasion de vous exprimer sur la question peut-être dans une autre édition de Sport Club. Donnons la place à une autre discipline. Il s'agit du handball, 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. Le Cameroun s'apprête à abriter l'événement à partir du 8 juin prochain. Les Lions indomptables sont en stage de préparation pour ce grand événement dans l'attente des 11 autres nations qui viendront titiller les Lions sur leur terrain de compétition, le palais polyvalent des sports de Yaoundé. Il y a déjà plusieurs stages qui ont été organisés. On a pu faire des évaluations. Il y a d'autres stages qui arrivent. Le dernier d'ailleurs commence demain mardi 1er juin qui sera ponctué d'un tournoi amical avec 2 autres pays invités qui ne sont pas de la poule du Cameroun. Il s'agit donc de voir pour cette dernière phase de faire toutes les évaluations nécessaires pour une belle compétition. Mais la question qu'on pose est celle de savoir, et au regard des différentes rencontres disputées par les Lions de handball, est-ce qu'elles sont suffisamment prêtes pour relever le challenge qui s'offre à elles dans quelques jours ici même à Yaoundé? Emmanuel Bankolo, je vous écoute. Quelque part, on pourrait dire de ce qu'on a pu toucher du doigt que jusqu'ici, elles font savoir qu'elles sont prêtes. Le staff fait savoir qu'il est prêt. Au niveau de la fédération, on nous fait savoir que tout va pour le mieux. On sait aussi quand même que moins préparé que ça, on a vu une équipe du Cameroun féminine faire finale de la CAN. Maintenant qu'on est à domicile, tout est possible. On sait qu'au premier vue, on sait qu'on fait face à l'ogre angolais, mais attention aux équipes du Maghreb. Et il y a aussi que dans l'Afrique subsaharienne, il y a des pays qui montent en puissance. Il faut faire attention. Si on continue de se focaliser essentiellement sur l'Angola,
on peut être surpris le long de notre parcours par une autre équipe, peut-être même qu'on n'attendait pas, parce que là on parle de la CAN, dont il y a une sublimation, il y a une hyper-motivation des adversaires, et encore que c'est au Cameroun, vous savez que quels que soient les cas et quelle que soit la catégorie, quelle que soit la discipline, lorsqu'il y a organisation d'une compétition comme celle-là continentale au Cameroun, c'est tout le monde qui veut venir simplement glaner le laurier. Donc, de ce qu'on a eu à quelques conversations, c'est que côté sélection du Cameroun, on fait attention aux détails et on essaie de mener au mieux la préparation. J'ai discuté avec un ou deux membres de la fédération qui ont fait savoir que jusqu'ici, ils estiment avoir récupéré un peu du retard à l'allumage en termes de préparation et que là maintenant, ils pensent que le coach est essentiellement un peu dans ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire qu'en termes de timing, il a les joueuses dont il avait besoin et il est en train de respecter un certain timing, un certain cahier de charges sur le plan sportif. Achif, maintenant, donc, vous avez l'impression que est-ce que cette préparation des Lions vous rassure? C'est pas seulement la préparation des Lions. Je pense que si nous sommes dans un contexte particulier avec la situation sanitaire et ça devient difficile, à mon sens, pour les techniciens de pouvoir avoir de bonnes évaluations parce que quand vous regardez l'équipe nationale de handball, les matchs qu'elle a disputés, c'était parfois avec les hommes, c'est des petites équipes de seconde zone. Elles n'ont pas véritablement eu de sparring partner du niveau de la compétition parce que moi, se préparer, c'est se rapprocher des conditions de la compétition. Donc, l'évaluation qu'on peut faire maintenant, un tout petit peu biaisée, ce n'est pas seulement le cas du Cameroun. Je crois que partout ailleurs, ça sera la même chose. Ce sera une compétition un tout petit peu particulière, à mon avis. J'espère seulement que le coach Geboro a eu le temps de monter une équipe parce qu'il a commencé la préparation avec le local, les professionnels sont arrivés maintenant, parce que c'est souvent ça la difficulté, réussir à fusionner, réussir à faire un travail d'ensemble pour que celles qui évoluent au Cameroun et celles qui viennent ailleurs soient au même niveau. Parce que si vous n'arrivez pas à le faire, vous courez le risque de vous retrouver en compétition avec une équipe qui est coupée quand les pros ne peuvent pas donner celles qui sont là. Donc c'est un peu ça le véritable travail. S'il l'a fait maintenant sur le terrain, il va falloir se mouiller. Encore que le jeu à domicile, à mon sens, ne va pas beaucoup favoriser le Cameroun, puisque tel que c'est parti, on risque d'être dans une sorte de bulle. C'est forcément le huis clos, parce que même pour les accréditations de la presse, c'est un peu compliqué. Hier encore, on me faisait comprendre que pour être accrédité en tant que journaliste, il faudrait être dans une sorte de bulle. Tout ça, ça fait que ça deviendra un petit difficile. Pour moi, ça va se jouer sur le terrain et la sélection qui sera psychologiquement bien pourra tirer son épingle du jeu. Mais pour les Lions, quand même, vous parlez tout à l'heure de matchs amicaux et le dernier match amical, c'était contre le Youk, monsieur, défaite des Lions, 32 buts contre 35. Et il y a un match contre Minu qui a été tout simplement annulé. On disait que les joueuses sont fatiguées. Est-ce qu'à quelques jours de la compétition, on peut avoir de l'assurance quand on entend ce genre de nouvelles? L'encadrement des Lions a progressivement suivi le timing qui a été donné. Au départ, nous étions sceptiques. On s'est dit, est-ce que ça peut aller et tout. Et progressivement, on a vu des choses venir. On a cru à la bonne santé de cette équipe. Bon, maintenant, chez nous, Africains, on dit, c'est celui qui dort avec sa tortue qui sait comment il respire. C'est l'encadrement technique qui vit son équipe, qui vit sa compétition et qui nous a rassurés. Quand vous dites qu'elles ont perdu 32 à 35 contre les messieurs, ça veut dire que ces filles-là ont un jeu répondant, quel que soit le niveau qu'on pourrait encadrer. La densité du match y était. Je pense que ce sont ce genre de match qu'il faudrait même prendre comme repère ou comme référence pour se dire, OK, elles peuvent aller au choc. Maintenant, Emmanuel a fait de dire qu'il ne faudrait pas se focaliser essentiellement sur l'Angola. Oui, vous avez raison, Emmanuel, parce qu'en fait, ce ne sera pas un match amical Cameroun-Angola. C'est un tournoi qui engage plusieurs équipes. Il y a l'Angola, il y a la RDC, il y a d'autres pays qui arrivent, pour ne parler que de l'Afrique noire, qui arrive avec assez de puissance. Il faudra rester vigilant et tout. Bon. Maintenant, le Cameroun organise
est-ce qu'il faille dire que comme on a participé à la CAN qui ne s'est pas chez nous, on est sorti en finale, ça veut dire que comme nous organisons, il faut forcément gagner. Non, il faudrait aller au choc comme on l'a fait pendant la phase préparatoire, parce que j'étais sceptique, je continue à le dire, mais j'ai vu cette équipe se métamorphoser progressivement avec les discours des filles. Si ce n'était pas les collègues qui allaient les interviewer, j'allais me dire c'était un dicté préparé, c'était bien fait, c'était une prise de conscience, une prise de responsabilité dans leur discours et dans le discours des encadreurs. Donc je pense à un moment donné de la compétition ou bien de la préparation d'une compétition, il faut essayer d'évaluer un certain nombre de points. L'encadrement, je pense, sauf s'il y a un changement, il était prévu un mini tournoi avec des pays qui devaient participer à cette CAN, mais qui n'étaient pas dans la poule. C'était le 4 juin. Oui. Il est toujours d'actualité. Voilà. Qui ne sont pas dans la poule du Cameroun. Donc, ça veut dire que le timing a été fait. Les matchs amicaux qu'on a livrés ici permettent à l'encadrement technique de bien voir et de savoir qui on va sélectionner de manière définitive pour la participation à cette compétition. Maintenant, Achille fait bien de dire... que les accréditations ou le match, la compétition se joue au Cameroun, ce n'est pas une assurance tout risque pour être présent au Palais polyvalent des sports. Oui, on peut ne pas être présent et continuer à soutenir sa sélection nationale. On a vu des gens avec des youyou, ainsi de suite, qui sont là. Ce dont on a besoin maintenant, ce sont des ondes positives qui accompagnent l'équipe. Mais est-ce que la Fédération camerounaise de hand est véritablement dans ce contexte avec son problème qui le divise entre la Fédération et DICO et entre un certain nombre de choses? Je voudrais qu'on arrange nos armes de côté, qu'on entre dans la compétition. Après la compétition, le Cameroun va continuer à évoluer, on va ramasser nos armes et continuer notre combat. Pour l'instant, ce qui doit prévaloir, c'est l'image du Cameroun et l'image du Cameroun seulement. Hier, on a critiqué un certain nombre de choses qui sont de plus en plus à régler, même si Emmanuel ne sera pas d'accord avec moi sur le plan de la communication, sur le plan marketing. Oui, il y a eu des retards, mais il faudrait qu'on fasse ce qu'on peut faire avec ce que nous avons sous la main. 3 mois de préparation avec pratiquement 1 mois avec les joueuses de l'étranger, les joueuses professionnelles. Est-ce que c'est suffisant pour produire quelque chose de suffisamment, je veux dire, avoir la cohésion nécessaire, comme on dit, pour pouvoir aller chercher ce qu'on recherche? Mon père disait tout le temps que, et chaque fois qu'il voulait nous galvaniser, il disait toujours que ce sont pas, les vainqueurs ne sont pas toujours les plus compétents. Mais c'est ceux qui savent se préparer et s'organiser pour gagner. Alors, de ce point de vue, on peut déjà tout de suite penser que le handball étant une activité purement un jeu collectif, on comptera sur la cohésion du groupe, l'enthousiasme, la solidarité. Et puis, comme on a un coach, généralement, ça se fédère autour du coach. Donc, je crois qu'avec les performances qu'elles ont faites lors des matchs amicaux là, avec les garçons, moi, je crois que cette fille peut nous surprendre efficacement et nous donner beaucoup de bonheur. Voilà, bon match de préparation, disons un programme de préparation qui a été tenu comme il a été donc énoncé avec des joueuses qu'on a voulu et qu'on a eues. Et on peut tout simplement dire que les Lions indomptables sont attendus au pied du mur et ce sera dès le 8 juin prochain au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Madame, monsieur, une pause et on continue. COVID-19 is a reality and it kills. Face mask protects us and those around. The systematic wearing is obligatory when leaving the house to cover the nose and the mouth. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. Violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Venons
Venons-en à la première articulation du débat de ce soir et on parle football professionnel. La traversée du désert se poursuit pour les clubs de football camerounais qui observent toujours une pause forcée, pas de compétition, le championnat où les championnats sont à l'arrêt faute d'argent. L'argent manque cruellement, c'est la situation et la reprise est plus que jamais hypothétique dans ce milieu. On n'en parle presque plus et les clubs sont toujours en mode entraînement, une situation qui pose le problème du financement des clubs. Suivons déjà ce reportage de Roger Ziemafion. Quelle solution pour le financement des clubs, notre football professionnel? C'est la grande question qui devrait tarauder les méninges de chaque individu qui s'engage à mettre sur pied une équipe de football, surtout gardant présent à l'esprit que l'époque de l'État-providence est révolue. L'État étant dans l'impossibilité de financer les 54 fédérations existantes au Cameroun, mais le football et les clubs étant des supports publicitaires indéniables. Les clubs devraient chercher le sponsoring, l'argent étant le nerf de la guerre. L'exemple du Coton Sport de Garoua est on ne peut plus éloquent, avec le soutien de la Sodé Coton. Celui du Canon de Yaoundé nous édifie encore plus avec l'acquisition du sponsor d'une société de pâtes alimentaires. L'Union de Douala, de son côté, a obtenu l'accompagnement de City Sport dans la marque de l'équipementier iSense. Tous nous voyons le bon niveau de la structuration de ces clubs. Pourquoi ne pas imiter le bon exemple? Et cet exercice passe par le rejet total d'un esprit qui anime bon nombre de nos présidents actuellement. La possession excessive de leur équipe comme leurs biens privés. Les dépenses sont miennes et les recettes doivent également l'être. Non. Dans cette position, ce ne sera qu'un financement précaire avec des présidents de clubs qui fantasment sur l'acquisition d'une subvention abstraite du ministère des Sports. Pourtant, une autre source de financement serait l'exemple de Pidaoudi de Bamenda avec ses élites fortement mobilisées autour de leur équipe. Illustration, le cas de leur bus brûlé en plein championnat. En un temps record, un bus flambant neuf a été acheté de nouveau à Pidaoudi de Bamenda à la suite de la participation des élites intérieures et celle de la diaspora. Alors, posons-nous cette question. Combien de supporters chaque club professionnel a-t-il? Mais combien de clubs au Cameroun ont une boutique ou cherchent à produire des gadgets de leur équipe pour des fins commerciales? Le merchandising, pour ainsi utiliser le terme consacré, permettrait au club d'avoir une santé financière assez reluisante. Autre aspect, et non des moindres, serait la billetterie. Mais malheureusement, aujourd'hui, aucun stade au Cameroun n'est capable de faire seulement 100 000 francs de recettes de stade. Une situation qui plonge les présidents de clubs, déjà mal préparés à l'avance, dans une position très inconfortable. Pourtant, cet état de choses déplorable pourrait être contourné par un partenariat avec des grandes équipes européennes dans un échange de services. Vous formez des jeunes footballeurs que nous suivons à distance et, à tout moment, nous pouvons solliciter les plus talentueux. Mais déjà, le club est pris totalement en charge. Autre possibilité, pourquoi ne pas solliciter les capitaux étrangers, cas du Paris Saint-Germain qui n'est pas le bien privé d'un Français, même si le club fait la fierté d'une ville, Paris, et d'un pays, la France, avec plusieurs supporters dans le monde. Dans ces multiples moyens de s'autofinancer, les droits TV seraient d'un apport indéniable pour la vie des clubs. Il peut manquer d'imagination, mais l'exemple des Lions indomptables et l'équipementier Puma devraient servir de boussole au président de club. Puma, à la suite d'un bon contrat, versait 300 millions de francs CFA chaque trimestre, soit 1,2 milliard de francs CFA par an, et des équipements d'une valeur d'1 milliard de francs CFA. Que c'était juteux. C'était vraiment juteux à en entendre parler Roger Ziemafion dans ce reportage que nous venons de suivre. Il y a quand même un fait qui se dégage, c'est que les présidents de clubs ont des moyens d'aller chercher, de trouver de l'argent, mais toutefois, chaque jour, on s'appuie, on arrête le ministère et l'État pour être toujours le Père Noël de notre football. Est-ce normal que l'État puisse se permettre d'injecter indéfinitivement de l'argent dans les clubs, Sandou Lontiti? En fait, c'est un engagement qui a été pris par du Cameroun en 2010 lorsqu'on a décrété le professionnalisme au Cameroun. Parce qu'il faut le dire, ça n'a pas été... C'était pour 3 ans, hein? Ah oui, mais c'était pour 2 ans.
2 ans. Malheureusement, les choses sont allées autrement. C'est-à-dire, en 2008, lorsque la FIFA avait décidé déjà d'attribuer l'organisation de la Coupe du Monde 2010 à l'Afrique, donc en passant par l'Afrique du Sud, on avait dit gagner en Afrique avec l'Afrique. Et il fallait donc un certain nombre de mutations. Les réunions se sont tenues avec les gens de la FIFA, c'était à Douala, et on est arrivé à la création d'une ligue de football professionnel, et le président Pierre Semengue a été installé en son temps par le président Iya Mohamed. C'était pour un mandat de 2 ans. Malheureusement, en 2013, parce que c'est en 2011 qu'il a été installé, en 2013, les choses ne sont pas allées telles qu'il fallait. Il a été reconduit d'une certaine manière parce que c'est un soldat, il fallait arriver à conclure sa mission, parce qu'un soldat ne rentre pas du front tant qu'il n'a pas réussi sa mission. Malheureusement, dans les engagements qui ont été pris, l'État du Cameroun devrait donner 550 millions de francs CFA et la Fédération camerounaise de football, je pense, 400 quelque chose de millions, 450 millions. Donc le tout devrait... 410 millions. 410 millions. Et maintenant, le ministre a primature, parce que l'argent était reparti en 2 phases. C'est la phase de la gestion du championnat et la phase des salaires des joueurs et de leurs encadreurs. Malheureusement, dans ce professionnalisme assisté, certains ont baissé les bras. Ziem a bien fait tout à l'heure de parler d'un certain nombre d'éléments qui ont manqué à certains clubs, c'est-à-dire l'ouverture vers l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'on a créé un club que forcément... Mais est-ce que ce n'est pas parce que les responsables de clubs veulent quand même jouer dans un certain jeu qui les arrange, qui ne veulent pas se muter en société anonyme, par exemple, comme on dit? Oui, muter en société anonyme à objet sportif, on devrait le faire. Il y a 2 phases. C'est-à-dire, on peut être dans la phase société anonyme à objet sportif, d'une part, et l'autre part en association. On l'a vu avec Saint-Étienne, on l'a vu avec d'autres clubs, où il y a l'apport des sociaux pour des équipes espagnoles, le Barça, à titre d'exemple. Bon, maintenant, est-ce qu'au Cameroun, il y a eu des ouvertures? Oui, il y a eu des ouvertures pour certaines équipes. Malheureusement, ça a été malmené. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Kano Yaoundé, où pendant longtemps, l'équipe a été gérée par des gens qui ne rendaient pas compte. Et pourtant, il y avait des recettes qui ne parvenaient pas dans les poches des joueurs. Et on a vu un dirigeant de cette équipe virer comme un malpropre parce qu'il n'a pas voulu remettre un chèque de 3 millions qui devait transiter par le compte d'une personne que je ne citerai pas ici. Donc, on a une mauvaise organisation. M. Ziem a bien fait de le souligner. Maintenant, le sponsoring. Où on ne peut pas solliciter véritablement le sponsoring dans un contexte de cacophonie. La cacophonie, M. Foumen a parlé tout à l'heure de malaise, de mal-être entre la fédération et la ligue. Comment vous pensez que les gens peuvent venir coller leur image dans un contexte de désordre ou d'incertitude? Parlons d'équipementier. On peut trouver un équipementier qui ferait justement comme on l'a souligné dans le papier, c'est-à-dire on vous donne de l'argent, on vous donne des équipements. Moi, je voudrais savoir pourquoi toutes ces tentatives finissent toujours par échouer. Mais ces tentatives finissent par échouer parce qu'il y a un mal-être. Vous vous souvenez de Canon avec Lokeren, sous M. Abega et sous Maître Nguini. Lokeren reversait 300 millions, mais c'est là où les bagarres ont commencé. Souvenez-vous à tout moment où il y a eu des volontés de structuration, c'est-à-dire les clubs appartiennent, même lorsque ce sont les clubs communautaires, où il y a le comité des sages qui, à un moment donné, renvoie peut-être pas à grand-chose, si ce n'est à continuer à payer la pension retraite de certaines personnes. Bon, on me dira que le comité des sages, ce n'est pas la chasse gardée des clubs, parce qu'un individu était arrivé à la Fédération camerounaise de football, a créé un fait inédit, le comité des sages d'une fédération. Jamais cela ne s'est passé ailleurs. Donc, il y a cette volonté de ne pas avoir de la transparence. Moi, je sors d'une zone côtière. Qu'est-ce qu'on faisait? On tend le filet, on fait un cercle, et nous sommes au milieu avec la pirogue, on tape le bâton, les poissons sont effrayés, ils vont vers les filets. Donc c'est une politique d'embuscade qui ne peut pas faire prospérer le football camerounais aussi longtemps qu'on ne sera pas bien structuré. Et les fonds ne peuvent pas venir. Je sors par là et dis très rapidement, il y a la billetterie. Au jour d'aujourd'hui, avec la pandémie, les gens ne vont pas au stade. Et même lorsqu'ils allaient, ce n'était pas véritablement ça. 2, les droits TV. Combien de télévisions reversent quelque chose pour couvrir les matchs et tout ça? 3, vous avez le merchandising.
peu de clubs ont des boutiques pour pouvoir vendre des éléments. Ce sont des apports financiers. 4. Et c'est quand même qu'on prenne l'avis des gens pour monopoliser la parole, Sando Lomtiti. Emmanuel Bankolo, je vous écoute. Les échanges de services peuvent permettre en retour donner d'avoir l'occasion à Emmanuel Bankolo de dire quand même quelque chose. Moi, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt Sando. Pourquoi ? Parce que ça va me permettre de relever un peu un élément. Depuis pratiquement 2, voire même 3 saisons, je m'interrogeais sur le fait justement du financement. Et moi, il y a quelque temps, je suis tombé sur un groupe de jeunes Camerounais dont à l'intérieur, j'ai retrouvé quelqu'un qui, en 2016, était au comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Et ils m'ont parlé d'un produit qui m'a séduit et je pense que ça peut faire partie justement de ces paradigmes nouveaux. Ils parlaient justement du financement numérique du football. C'est-à-dire, ils vous disent, OK, ils vont mettre en place un système de financement accompagné par une compagnie mobile de la place qui veut qu'on ait une personnalisation même de ces financements par les clubs. C'est-à-dire, vous avez des cartes, vous grattez, donc tout supporter qui prend une carte de cette compagnie mobile-là fait un financement direct à l'endroit du club. Pour une carte de 1000 francs, il est dégagé 50 francs qui vont directement dans les caisses du club. Donc, moi, c'est un paradigme nouveau et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir exploiter. Je pense même que l'État doit pouvoir y aller. C'est vrai que dans la discussion, j'ai découvert que le produit est déjà encadré par le Minpostel. Donc, l'État a compris l'intérêt. Mais maintenant, il faut que les supporters et que les présidents des clubs puissent battre un peu la mesure. Pourquoi ? Si vous avez, c'est un peu comme, quand vous regardez un peu, c'est un peu comme dans les réseaux sociaux avec Facebook et autres. Quand on dit vous avez eu 2 millions de vues, c'est pas 2 millions de personnes qui ont regardé, mais c'est que vous pouvez venir regarder 10 fois de la journée, ça fait 10 vues. Donc, si on pense qu'on peut avoir pour un club par mois 1 million de supporters qui prennent une carte à 1000 francs, sachant que vous en avez qui peuvent prendre sur le mois 10 cartes et offrir, ça veut dire que c'est 50 millions de francs pour un club. Donc, c'est 6 milliards de francs là pour le club. Donc, parce qu'ailleurs, les gens le font. Ça fait 50 milliards. Non, je dis, non, c'est 6 milliards. C'est-à-dire que si on est à 50 millions, voilà. Donc, imaginez-vous un peu donc qu'on soit même à 1 milliard ou à 2 milliards de francs engrangés dans ce paradigme-là. C'est que ce financement-là, comme ils appellent ça, NSF, ce financement-là numérique des clubs. Imaginez-vous qu'on soit là-dedans. Puisse y arriver avec toutes les mentalités qu'on connaît. Non, non, c'est possible. Maintenant, il faut simplement... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut simplement que chaque parti joue son rôle. Et je pense que ce type d'élément peut justement non seulement venir apporter un souffle nouveau au gouvernement, mais peut venir simplement... Parce que là, vous pouvez avoir des boutiques pratiques, mais ça vous permet aussi, parce qu'il faut dire que les Camerounais de plus en plus utilisent énormément l'outil informatique, ça vous permet aussi sur le plan numérique d'avoir des boutiques en ligne. Et je crois que ce sont des éléments qui vont concourir et aider le mouvement footballistique à aller un peu plus loin. On pourrait avoir des joueurs donc à 500 000 francs de salaire le mois. Oui, je crois que les approches listées ici par Emmanuel sont bonnes. Mais sauf que moi j'ai bien peur qu'au bout de quelques temps, cela se heurte à une question de mentalité. Parce que c'est ça le véritable problème à mon avis. Et je me dis qu'on a manqué la construction de la base. Parce qu'avant 2010, est-ce que le football ne se jouait pas au Cameroun ? Le championnat de première division se jouait, le championnat de deuxième division se jouait. Est-ce qu'il y avait ces interruptions? Est-ce qu'il y avait ces mouvements de grève? Je ne crois pas. Moi, j'ai même bien l'impression qu'avant que la subvention n'arrive, tout était bien organisé. Mais pourquoi ce changement de mentalité? Je me dis qu'à un moment, on a été très précoce. On n'a pas suffisamment préparé les gens à partir du modèle classique pour le nouveau. Pourquoi? Sando l'a dit tout à l'heure, le professionnalisme a été décrété. Regardez un peu la création des clubs de football qui ont pignon sur rue ces dernières années. C'est des gens qui étaient au départ présidents ou bien dirigeants des clubs communautaires qui fondent l'histoire du football camerounais, qui, après avoir été frustrés là-bas, sont sortis pour aller créer Fumena FC et autres. Ça fait que ça devient compliqué. Et si on veut prendre un modèle économique, entre guillemets,
qui est occidental pour l'appliquer ici chez nous, ça devient compliqué. On n'a pas pensé le professionnalisme, parce que si on avait pensé, on aurait peut-être abouti à la construction d'un modèle propre au Cameroun, maintenant là, et ça allait nous faciliter un certain nombre de choses. Moi, je pense qu'on se serait appuyé sur le caractère communautaire des clubs, comme c'était le cas avec Canon Sportif de Yaoundé et autres, et maintenant trouver une approche, par exemple l'approche des sociaux, comme disait, moi je pense que c'est le modèle le plus adapté au Cameroun, parce que si on veut rentrer dans la configuration classique, tout le monde a pris la parole ici, on voit qu'en termes de billetterie, on ne peut rien avoir. En termes de sponsoring, on ne peut rien avoir parce qu'il y a d'abord un problème. Moi, je ne peux pas associer mon image à une activité où il y a le désordre. Personne ne peut facilement venir donner son argent pour un championnat qui va s'arrêter toutes les 3 journées. C'est-à-dire que vous n'avez même pas un calendrier, vous ne savez pas quand commence le championnat et à quel moment est-ce que nous aurons les champions. Tout ça devient... C'est-à-dire qu'on n'a pas suffisamment eu le temps de préparer les gens et on est rentré très vite dans la danse. Ça fait que maintenant, on est coincé. On va beau penser, on va réfléchir, on va chercher des mécanismes de financement. À un moment, on risque fort d'être heurté à la question des mentalités. Parce qu'on parle de Canon Sportif de Yaoundé maintenant, mais je peux vous avouer qu'à l'intérieur, ça gronde. Oh ouais. Et on revient au groupe des supporters, qu'on peut appeler ici les socios. Voilà. D'où l'impact, l'intérêt des présidents de clubs de se mêler dans cette affaire. J'écoute M. Bouma. Bon, mais moi, je prends déjà mienne, les interventions, surtout de Sando. Mais j'aimerais quand même dire une chose. Les présidents de clubs sont les chefs d'entreprise. Et au Cameroun, on en a. Nous parlons quand même d'une activité dont le produit est la compétition. Et la compétition est un événement. Et pour organiser un événement, il faut, n'est-ce pas, plusieurs départements. On s'appelle PCA, ça s'entend qu'on a un conseil d'administration, ça s'entend qu'on a un directeur général qui implémente la politique de l'entreprise, ça s'entend qu'à côté du directeur général, on a le directeur sportif, le directeur administratif, marketing, et ainsi de suite. Alors, chaque département ou alors chaque direction devait avoir son rôle à jouer. Alors, quand j'ai donc planté ce décor sur la structuration, je dis donc que personne au Cameroun ne peut être à côté de certains clubs à cause de l'opacité managériale. On ne peut pas amener tout à un seul individu qui est PCA, qui est DG, qui est directeur sportif, directeur administratif, directeur marketing, communication et autres. Ce n'est pas possible. Et jusqu'à être coach. Il faut donc, je dis, il faut ramener donc tout à l'orthodoxie. Nous avons des modèles. La FIFA, à travers, n'est-ce pas, ses autres membres, nous présente des modèles. À l'UEFA, par exemple, comment l'UEFA est gérée? Comment sont gérés les clubs? Vous voyez un peu? Chez nous, les joueurs sont moins, comment dire, moins populaires que les présidents de clubs. Ce n'est pas possible. Donc, en fait, je pose un problème de situation de club. Je reviens dessus. Première chose, il faut que nous ayons des clubs structurés. Dès qu'on aura un club structuré, Edith, j'ai coutume à dire que l'argent, c'est le dernier maillon de la chaîne. Dès qu'on est mieux structuré, vous avez des gens qui arrivent spontanément. Moi, je suis séduit, même si Foumena veut réduire un peu l'impact, n'est-ce pas, des efforts menés par le Canon. Je suis séduit par ce club, cette vieille dame de 91 ans. Aujourd'hui, on ressent quand même une volonté de démarcation. Vous voyez un peu? Où les joueurs, quand ils se déplacent, on sent que c'est une mobilisation. Les joueurs se déplacent dans de très bonnes conditions. Les joueurs, n'est-ce pas, quand ils doivent percevoir leur rémunération, on voit la traçabilité. Vous voyez un peu? Et puis, tout de suite, ça reflète une certaine organisation. Et pourtant,
Canon a 91 ans. Donc, je pose donc le problème de la qualité des hommes. On a beau avoir un modèle bien huilé, ce que vous avez appelé mentalité, moi j'appelle ça la qualité des hommes. Vous pouvez avoir, on peut citer la bonne gouvernance, on peut citer ci, on peut citer ça, mais si la qualité des hommes, n'est-ce pas, vont pécher au niveau de la compétence, de la formation, parce que c'est de ça qu'il est question. Nous, notre tissu footballistique, on pense que quand on a eu un capital, on peut rapidement ouvrir un club, créer un club, et puis rapidement, on recrute 2, 3, 4, 5, 20 joueurs, 25 joueurs, et puis terminer, on a une équipe de football. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je dis, si on est PCA, ça veut dire qu'on a un conseil d'administration, ça veut dire qu'on a un directeur général, ça veut dire qu'on a des directeurs, n'est-ce pas, et ça veut dire qu'on a des services. Simplement parce que l'organisation d'une compétition, qui est un événement, demande une main-d'œuvre qualifiée. Oui, Sando? Oui, en fait, je suis ravi de l'intervention de Armand, mais je voudrais ajouter quelque chose. C'est-à-dire, nous parlons toujours des textes. Ce ne sont pas les textes qui manquent. Vous vous souvenez quand même des états généraux du football et de tout ça. Ces textes, ça existe, jamais on les a appliqués. Nous avons peur aussi de l'apport de l'extérieur. Ce sont les footballeurs camerounais d'un certain âge qui ont combattu le professionnalisme tel que ça avait été pensé par Jean Joléa. Et autre chose, je ne sais pas si c'est Manuel ou c'est Armand qui parlait, comment je peux dire ça, de la présence des Qataris. Les Qataris sont là, oui, c'est leur nom et tout, mais ce ne sont pas eux qui sont dans les maillons de gestion de l'équipe. Ça vous apporte un plus dans l'image. Vous avez combien d'équipes en France qui sont financées par des étrangers, c'est-à-dire les Qataris au Paris Saint-Germain, les Russes, je pense, au niveau de Monaco. Vous avez les Américains au niveau de Bordeaux ou de Marseille qui étaient là, ainsi de suite. Allez au championnat anglais. Quel est le modèle? Maintenant, vous avez sur le plan local des personnes qui ont de l'argent véritablement à mettre dans le sport, mais qui ne sont pas associés ou bien qui sont découragés, qui ne faut pas commencer par la base. Moi, je reviens quand même sur ce que Achille Foumena disait tout à l'heure. Il y a eu des clubs ici qui ont marché. Le Tonnerre des années 90 a fait véritablement rêver. Il y avait le Diamant de Yaoundé, par exemple. Donc, il y a eu des cas qui ont réussi. Oui, on ne parlait pas encore d'argent. Ces cas-là ont marché parce que au marché, ils sont tombés. Il ne faudrait pas seulement regarder dans le côté bling-bling. On a marché dans Canon a marché du fait que Ongwazing, Damas mettait de l'argent, il était le patron. Mais là également, il a été trompé par des gens. Parlons de mentalité, Kofi en parlait tout à l'heure. Comment ça s'est passé dans Canon? Quelqu'un a dit, OK, il a fait la tournée du Cameroun pour aller mobiliser les supporters. Il vient de dire que non, j'ai dépensé 500 000. Ça, c'était pour lui, il ne comptait même pas. Quelqu'un lui a dit, mais non, comment tu peux faire ça? OK, on va voir. On lui donne 500 000, mais lors de l'Assemblée générale, il a vu qu'on a ajouté 2 zéros dans 500 000. Donc, ça fait 50 millions que lui n'a pas reçu. Vous voyez? Donc, quelqu'un d'autre est venu dans la même équipe, dans la même période, sortir un budget de 50 millions pour l'eau minérable. Je continue, puisque vous parlez de ce canon-là. Allons-y dans Olympique de Volier, qui était créé par Damas. Il y a quelqu'un qui disait qui était chargé de payer les salaires. Et donc, il a payé les salaires à un niveau triplement élevé, jusqu'au jour où Damas a décidé de donner l'argent à Mugunoma. Quand Mugunoma paye, il appelle Damas pour lui dire, mais il reste encore la moitié. Il dit non, je t'ai demandé de payer tout le monde jusqu'au vigile. Et tu dis, tonton, j'ai tout payé, il reste encore l'argent. On a compris que celui qui était l'avant a fait de ça une vache à lait. Donc ça veut dire qu'il y a un problème réel de mentalité qui éloigne les autres. On en a parlé. Comment vous appelez? Donc dans ce financement-là, c'est la structuration qui commence par les Fédération camerounaise de football qui donne des orientations. Absolument. Vous savez quand même que dans le financement des clubs, ailleurs, si vous n'avez pas un tissu financier élevé, vous descendez en 2e ou en 3e division selon... Mais justement, j'allais quand même demander, est-ce que la FECAFOOT n'a pas péché quelque part en ne mettant pas sur pied une structure, un gardien pour pouvoir regarder tout ça? Justement, il n'y a pas de garde-fou. Pour peu que vous avez 10 millions et que vous pouvez jouer une saison, vous créez le club. Parfois aussi, on crée des clubs pour certaines raisons, parce qu'on va aller à l'élection. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est pour ça que je disais qu'à la base, tout a été faussé. Moi, je dis la fédération devrait fixer le cap
et dire voici d'où nous partons et nous voulons atteindre telle destination. Maintenant, pour faire partie de cette étape qui part du point A au point B, voici les éléments qui encadrent votre présidence, quitte à ce qu'on ait même... Moi, je suis content je crois l'année dernière, quand ils vont dire qu'on va revenir à un championnat avec 14 équipes en Elite One. Ça réduit le nombre d'équipes et ça fait que maintenant, on peut choisir les meilleurs. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu le cap là qui n'a pas été fixé. On a laissé les gens aller n'importe comment. Oui, mais moi, je ne suis pas pour la réduction des clubs. En France, par exemple, vous avez 20 ligues professionnelles. On n'est pas en France. Non, écoutez, vous parlez... Les gens veulent amoindrir, n'est-ce pas, l'effectif parce qu'ils pensent que là, ça va, n'est-ce pas, vous voyez, la cagnotte qui est déjà pas suffisante, plus on est réduit, n'est-ce pas, mieux ça vaut. C'est pour ça que les gens militent pour qu'on réduise les trucs. Monsieur Foumena, de manière nostalgique, a convoqué l'époque, une certaine époque. J'aimerais quand même qu'on comprenne qu'à cette époque-là, à la tête des fédérations, on avait des fonctionnaires qui étaient nommés. Et c'était des personnes qui apportaient quand même une certaine clarté managériale, une gestion assez mieux étoffée, qui permettait, n'est-ce pas, une gouvernance sportive assez loyale. N'oubliez pas que nous sommes dans une économie sociale. Et où, vous vous rappelez que quand on avait un joueur, on veillait à ce que ce joueur soit recruté dans un club, dans une structure, une entreprise, et c'était une espèce de semi-professionnalisme. Et ça veut dire que là, on tenait compte, n'est-ce pas, du traitement, du parfait traitement du joueur. Et ça, pourquoi? Parce qu'on avait le sens de l'organisation. On savait exactement de quoi il était question. Au jour d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai évoqué la formation tout à l'heure. On a l'impression que nos dirigeants de sport, nos dirigeants sportifs, ne savent pas pourquoi ils sont là. Vous avez quelqu'un qui vous dit, vous savez, c'est moi qui paye le gaz du joueur, c'est moi qui fais la trousse de son épouse, c'est moi qui fais... Mais je dis, mais si alors vous ne dépensez que tant, mais démissionnez. Mais personne ne veut démissionner. Est-ce que vous savez, et ça je vais vous surprendre, et je ne vais pas citer ce club, pendant que dans nos adresses, ce club figure parmi les clubs les moins lotis, c'est-à-dire qui ne payent pas le truc. Mais curieusement, en 2017, il y a quand même des traces de ce que ces clubs ont perçu de l'argent, d'argent de traitement, de transfert de joueurs. Et ils sont nombreux des clubs qui perçoivent l'argent de transfert de joueurs. Mais ça on n'en parle pas. Ça passe incognito. Donc nous on pense que au lieu tout le temps de tendre la main à l'État, à la FECAFOOT, demandons plutôt un assainissement, un changement de paradigme. Vraiment, qu'on veille. M. Sando parlait du cahier des charges. Mais il faut veiller à ce que ce cahier des charges soit respecté. Bon Dieu, on ne peut pas financer le foot professionnel comme on finance le foot amateur. Ça, c'est incroyable, c'est impensable. Il faut dire que le cahier des charges, c'est une volonté. Et maintenant, il faut qu'on voit les choses comme elles sont. Ce qui nous arrive aujourd'hui a été bien pensé il y a plus d'une vingtaine d'années. Parce qu'il y en a qui sont arrivés aux affaires et qui ont décidé de changer de paradigme. Et se sont mal pris. Parce qu'on crut qu'il fallait pouvoir faire monter une certaine mouvance. Celle simplement des clubs à caractère unipersonnel. Et penser qu'on peut faire passer ces clubs-là sur les clubs populaires. On n'a pas compris qu'on était dans une dimension où il fallait apporter tout l'encadrement nécessaire aux clubs populaires, parce que ce sont eux qui représentent le socle de notre football. Ce sont eux qui peuvent nous permettre de gérer les problèmes de billetterie et autres. Alors, quand on est rentré là-dedans, mal nous en a pris, mais à l'époque, on aimait que c'était le bien. Il y a eu une montée en puissance en termes de qualité de notre sélection nationale masculine. Et elle a été une dizaine d'années et même plus l'arbre qui aura caché la forêt. Pour peu qu'on ait la sélection nationale masculine qui a un peu prêté le flanc et qui a permis qu'on voit dans son dos, on s'est bien rendu compte qu'elle était vide, la forêt. Et que finalement, on était rentré dans un recul d'une quarantaine d'années par rapport à ce qui constitue l'âme de notre football, c'est-à-dire le championnat. Et c'est de ça que nous souffrons aujourd'hui. On n'est même pas au niveau du championnat
Camerounais entre 69 et 71, parce que là, il y avait même des restés de stade. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'il est possible qu'on trouve les moyens, les bons moyens de financer le football camerounais? La question, je la pose. Il y en a. Je crois qu'il y a possibilité de trouver justement les bons moyens, parce que les moyens de financement, il y en a. Maintenant, les bons, je pense que c'est des approches qui cadrent avec les mentalités, qui cadrent avec le contexte. Maintenant, la situation des clubs, comme disait Armand, c'est que c'est le préalable. Et maintenant, je reviens au niveau des mentalités. Si je suis sorti de Yaoundé pour aller créer Foumena FC, vous pensez que je ne serai pas le président, je ne serai pas le secrétaire général, je ne serai pas le coach? Pourquoi? Parce que vous êtes sorti d'une frustration et maintenant, quand vous venez créer votre club, en fait, ce n'est pas un projet. Parfois, c'est pour dire que vous m'avez fait ça là-bas parce qu'on s'est trouvé dans des situations où quelqu'un est arrivé dans un club, on lui a dit va créer le club chez toi, tu n'es pas. Voilà, et quand vous arrivez, très souvent, ce n'est pas un projet. Ça veut dire que vous dites, vous m'avez chassé, vous allez voir ce que je suis capable de faire. Mais maintenant, il se retrouve tout seul. Et c'est vrai, cet encadrement-là, on tombe dans la situation que nous vivons. Moi, j'ai dit, je pense que la bonne approche serait qu'on reparte sur l'ancien modèle, qu'on s'appuie sur les clubs communautaires et qu'on trouve les moyens de les encadrer. À partir de là, regardez les clubs comme Canon, regardez les clubs comme Union. Prenons le cas de Canon. Même si vous êtes le plus grand milliardaire du Cameroun, quand vous êtes arrivé, vous mettez de votre argent, mais c'est un type qui ne donne même pas une bouteille, donc il va te rappeler que, attention, cette équipe, c'est un patrimoine, c'est notre équipe. Quand vous dérangez, vous avez des gens devant vous qui peuvent vous ramener à la raison. Donc, avec ce modèle-là, il suffit seulement qu'il y ait un encadrement et, quelque part aussi, il faut ce que j'appelle une volonté politique. Parce que moi, je pense que ce n'est pas seulement de donner de l'argent, mais essayer quand même de définir aussi un cadre suivant lequel les uns et les autres s'arrimer. Oui, Edith. On va ouvrir notre pan de débat. Ce ne sera plus pour parler du financement des clubs. On va parler autre chose et ce sera après cette petite pause. Venons-en au Tour cycliste international du Cameroun. On l'a dit en titre, la compétition est en cours et le Cameroun est un tel pays qui organise ou qui abrite cette merveilleuse compétition. Troisième journée de compétition avec Dimitrov Petar, vainqueur de l'étape courue entre Banganté et Nkonsamba, soit 98,5 km. Il l'a fait en 2 h 35 minutes et 2 secondes. Clovis Abessolo, le Camerounais, le premier à franchir, donc n'était pas le premier à franchir la ligne d'arrivée, mais plutôt premier Camerounais au classement général avec un rang de 3e, pratiquement à 2 secondes du maillot jaune, qui n'est autre que le Français Adrien Jordan. Les Camerounais ont encore 5 étapes pour convaincre, suivant déjà le reportage d'Armand Mbassa. Rendu ce lundi à la 3e étape du 17e Tour cycliste international du Cameroun, les cyclistes camerounais peinent véritablement à s'imposer sur le parcours. La stratégie mise sur pied par leurs entraîneurs n'est toujours pas efficace, du moins pour remporter une étape. C'était une étape très difficile, là où tous les adversaires étaient contre nous parce qu'ils ne voulaient pas voir le maillot Cameroun devant. Et à la fin, parce que j'ai près de 4 coureurs qui me suivaient. Et à la fin, il a fallu que j'élimine les dégâts pour essayer de revenir dans le temps. Jusqu'ici, les étrangers dictent leurs lois et s'imposent facilement dans cette compétition où les Camerounais se sont préparés dans l'anonymat. Je suis très content, la course est très difficile. Le Camerounais à l'échappée avec nous est un bon sprinter. Nous l'avons tant cherché, mes coéquipiers et moi, et je suis fatigué. Il y a eu beaucoup d'attaques. J'ai réussi à me glisser dans une attaque avec un coureur de l'équipe de France. Et voilà, dans le finish, j'ai pu me dégager et aller m'imposer en solitaire. Ce mardi,
Clovis Kamzon Abosolo, le capitaine des troupes, et ses coéquipiers ont le devoir de refaire leur retard de plus de 3 minutes et de pouvoir redonner espoir aux nombreux Camerounais en attente d'une victoire d'étape à défaut de remporter cette compétition suffisamment relevée. Et voilà donc la situation avec André Jordan qui est maillot jaune, Paul Domon est deuxième au classement général, Clovis Kamzon Abosolo, le Camerounais, troisième. Mais aujourd'hui, c'était une étape, l'une des étapes les plus décisives de la compétition. 98,5 km, ce n'était pas long par rapport à d'autres étapes, mais une étape où quand même on aura vu, on aura compris qu'il devait se passer des choses et il s'est passé des choses. Les Camerounais peuvent-ils encore prétendre aller tutoyer le podium Sandro Lomtiti? Oui, à l'observation, on peut dire que le Cameroun tient encore son destin entre les mains, puisque l'écart entre le premier et le premier Camerounais, c'est un écart de 2 secondes. Il faut dire que lors de la deuxième étape, le Cameroun a eu de malchance, puisque Kamzon Abosolo a connu 2 crevaisons. Et Dieu merci qu'il a été très vite aidé par le du groupe pour pouvoir se remettre et maintenir l'écart de 6 secondes concédé lors de la première étape. Cette fois-ci, il a rattrapé, il a gagné 4 secondes. Pendant le tour, nous étions inquiets en nous demandant comment on peut laisser les gens partir avec un écart de 4 minutes, ainsi de suite, 5 minutes. Mais c'était une étape de la maturité. On ne regardait pas ceux qui étaient pour le vainqueur de l'étape, mais on regardait ceux qui menacent le maillot jaune. Vous avez vu Paul Domon, qui est le Burkinabé, vainqueur de la deuxième étape. Lui-même, il a été absorbé dans cette étape. Maintenant, côté relief, c'était un parcours très compliqué, étant entendu que c'était une étape vallonnée avec des doubles virages qui aboutissaient sur le pont, ainsi de suite. Et maintenant, assez de dos d'âne à l'entrée et à la sortie des villes. À titre d'exemple, le maillot jaune a fait même une chute de vélo à l'entrée au carrefour Bafang. Donc c'était un peu difficile, mais les Camerounais ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir maintenir cet écart. Parce que vous savez, en cyclisme... maintenir, sinon le réduire même. Hein. Le réduire, je vous l'ai dit. Vous avez bien fait de poser la question, est-ce que les Camerounais peuvent porter le maillot jaune à l'arrivée? Oui, en cyclisme, on peut gagner le maillot jaune sans avoir remporté une seule étape, à condition qu'on soit dans le timing normal. Au jour d'aujourd'hui, comment ne pas être positif lorsqu'on regarde le chrono qui s'offre à nous? Personne. J'ai discuté avec Emmanuel bien avant en journée. Il m'a dit toute sa déception, toute sa peur qu'il avait, au point où il n'a pas pu voir toute la J'allais justement lui poser la question de savoir comment il se sent après cette troisième étape. Non, là, sincèrement, après, j'ai pas pu voir la fin, j'ai pas pu tenir. Mais après, quand j'ai eu les résultats de Kamzon, je peux vous dire que j'ai été satisfait. Pourquoi? Parce que ça m'a rappelé sa sortie lors de la visite du secrétaire général du ministère des Sports, où il avait promis qu'au soir du 6, le Cameroun présenterait au peuple et via le ministère des Sports le maillot jaune. Je crois que c'est possible. Il va suffire simplement pour les Camerounais de mieux s'organiser et qu'on comprenne aujourd'hui que les 2 équipes engagées devraient faire une seule. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes le plus près encore de ce maillot-là. Donc, il est question pour l'équipe nationale et pour la SNH de faire une seule et de voir quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place. On a passé une étape aujourd'hui, il y avait certaines côtes, on avait peur. Ils ont tenu. Maintenant, quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place? On sait que Domon, au-delà de tout, c'est un peu un cycliste complet et il est à l'aise au niveau des plateformes. Il va falloir aller le chercher et aller le gêner. Kamzon aussi a les qualités là, c'est un bon rouleur. Donc si on parvient à gêner Domon, ça nous permet simplement d'ouvrir un peu la voie pour Kamzon. Le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir rester dans la roue. Est-ce que Kamzon Abosolo n'est pas peut-être... je vais dire, il est peut-être leader de la team, mais est-ce qu'il est le seul sur lequel on peut se focaliser? Est-ce qu'avec ses qualités et au regard de, comment je vais dire, la qualité des autres coureurs, ceux qui l'accompagnent, est-ce qu'il y a lieu de continuer à se focaliser sur lui en disant qu'il peut aller chercher son maillot? On est dans l'obligation, pourquoi? C'est le plus proche.
d'abord, au thème du classement, c'est lui qui est le plus près du maillot jaune. Mais maintenant, il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. De toutes les deux équipes engagées par le Cameroun, Kamzon est, en termes de qualité, il est le meilleur. En termes de maturité, d'expérience, au niveau de la compétition, il est le meilleur. Et, de mon point de vue, peut-être techniquement on m'apportera un autre élément, mais de mon point de vue, c'est le cycliste, l'athlète le plus complet qu'on puisse avoir. Parce qu'il répond présent au niveau de toutes les strates de ce que constitue le vélo. Et ça, quand même, ce n'est pas aisé d'avoir un tel garçon dans cette équipe. Maintenant, sur le plan mental, c'est quelqu'un qui sait souffrir. Emmanuel, avec votre permission, on peut ajouter le fait que Kamzon Abesolo, quand vous essayez de regarder les deux Africains qui se battent dans cette compétition, il y a Paul Demont qui est 27e au ranking de l'UCI et Kamzon Abesolo est 32e dans ce ranking. C'est le meilleur Camerounais pour l'instant. Et dites, il peut arriver que suite à une chute, plus à un malaise, on puisse changer de leader lorsque les coéquipiers se suivent. Mais au départ de la compétition, on dit c'est lui notre Armstrong, on travaille pour lui et jusqu'à ce qu'il nous montre qu'il n'est pas capable de le produire. Pour l'instant, il est capable de produire quelque chose malgré l'âge parce que dans la trentaine, ça commence à peser. Bon, maintenant, la fédération camerounaise... Je suis entièrement d'accord, mais j'ai un problème quand même parce que ses coéquipiers. Ses coéquipiers n'ont pas les mêmes aptitudes physiques et techniques que lui et ce qui pourrait être une sorte de désavantage pour l'équipe. Il faut lui aménager un corridor. Le problème maintenant, Emmanuel a parlé d'un cycliste un peu complet parce qu'il est grimpeur. Ce n'est pas le dernier des 12 cyclistes retenus. Il est rouleur. Donc maintenant, les étapes qui nous restent, il faut les questionner. C'est-à-dire Douala, Loum, Limbe. Ce n'est pas aussi vallonné que les autres. Donc ça va se discuter avec les Burkinabés parce que le Burkina Faso, c'est sa surface de prédilection. Maintenant, vous aurez 156 km à peu près entre Douala et Kribi, où il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte dans l'appréciation d'un cycliste. Moi, ce que je condamne, et je ne veux pas cesser de le condamner, c'est la division qu'on a sémée au sein de de la Team Cameroun en voulant mettre le prix du meilleur Camerounais. Parce que vous êtes 12. À partir de ce moment-là, les gens peuvent être animés par un mauvais esprit, ne pas compétir pour l'image du Cameroun, parce que chacun voudrait avoir les 500 000. Je pense qu'on pourrait mettre le paquet pour satisfaire les cyclistes camerounais, mais enlever le prix du meilleur Camerounais, parce que ça ne nous servira pas. À un moment donné, nous allons le regretter. D'où le fait d'avoir interpellé les deux équipes à se mettre ensemble pour lui mettre en place un corridor et qu'il puisse ramener, parce que ce sera le maillot jaune du Cameroun. Ce ne sera pas le maillot jaune de Cameroun. Merci, merci Edith. Mais moi, je ne serais pas optimiste comme le sont Manuel et Sando, pour la simple raison que on ne va pas focaliser nos espoirs sur les potentiels. Ce qui est certain, le traitement d'un athlète. Mais tout le monde veut les lauriers. Et on voit très bien que l'activité qu'ils mènent sur les parcours pose un problème réel d'endurance et de récupération. Vous ne pouvez pas être chevaux. Connaissant votre parcours, hein? Et tout à l'heure, monsieur Sando parlait des Dodan et autres. Mais qui, mieux que le Camerounais, devrait connaître que les Dodan sont une réalité. Non, on pose un problème physique. Et moi, je pense qu'on a beau avoir des capacités physiques, on a beau avoir des capacités tactiques et même un mental fort, mais si on n'a pas un élément motivant, c'est-à-dire le catalyseur qui est la motivation, je vais dire, parce qu'il faut quand même dire que la motivation d'un athlète, c'est le plaisir qu'il a quand il joue. C'est-à-dire le plaisir quand il est sur son vélo. Mais ça se prépare. En termes de nutrition, en termes de logement, en termes de qualité de vie, conditions de vie. Et moi, je questionne ça. Il faut absolument que nos fédérations marquent un accent fondateur sur le traitement de nos athlètes. Et ça, c'est important. Vous vivez la course également à Achille Foumena? Oui, je crois que l'équipe de SNH Vélo Club n'a pas d'autre solution que de travailler pour Clovis Kamzon Abesolo. Parce que quand vous regardez, en termes d'expérience, en termes de vécu, il est
le meilleur choix pour le Cameroun. Et cette équipe a été renouvelée. Tela Artus, il est Kono Idriss, Kere Nounawe. C'est des jeunes de 22-23 ans qui ont rejoint même l'équipe de SNH au mois de janvier. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus pour apprendre. Donc on ne peut pas prendre des risques à dire que bon, voilà, on va gérer. Il faut travailler pour que Clovis arrive. Mais sauf qu'à un moment aussi, je crois qu'à l'usure, il peut avoir un problème parce que la différence entre les coureurs camerounais ici qui viennent, c'est le nombre de courses qu'ils ont fait avant de venir en compétition. Nous, on prépare le Tour du Cameroun sur 3 mois, sur 6 mois, alors que les autres préparent cette compétition sur 12 mois. C'est difficile de rivaliser avec quelqu'un qui a 2000 ou 3000 km de vélo dans les jambes, alors que vous n'avez de compétition, voilà. Alors que vous n'en avez à peine 100 ou 200. C'est un peu compliqué et c'est souvent ça la difficulté pour le Cameroun. Et c'est pourquoi ma question revient. Hein. Il reste 5 étapes. Voilà. Est-ce que le Cameroun, avec ce qu'il a comme force, peut aller chercher, peut se focaliser sur le maillot jaune? Si on va sur cette base, je ne peux pas dire que le Cameroun peut tenir. Mais maintenant, parce qu'on est Camerounais, on souhaite que les gens arrivent à se surpasser, à se dépasser pour arriver là-bas. Mais si on va dans une base logique de préparation et de participation aux compétitions avant d'arriver ici, le Cameroun, véritablement, Achille, à bien vous comprendre, va avec des chances amoindries. La préparation n'a pas été la dimension des attentes. Mais ceci ne dépend pas d'un seul aspect. Comment vous pouvez avoir 2 compétitions inscrites dans le calendrier de l'Union cycliste internationale et, bon Dieu, vous n'avez pas une préparation avec des compétitions telles que vous le dites. Oui, c'est ça le problème. Et mais cela, carrément, qu'on vous sort comme par précipitation quelqu'un qui est chef de projet, qui n'a rien à voir avec la fédération, qu'on vient émarger. Et les adeptes le savent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la politique d'embuscade, ça, on ne le dira jamais, entre la fédération et le ministère des Sports. La fédération prend part, organise la compétition, il a reçu de l'argent, mais les commissions ne sont pas signées par le ministère des Sports parce qu'il y a l'absence de visibilité. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, lors de la 3e étape, j'ai lu, comme vous certainement, les postes du directeur de la communication de la fédération qui se tournaient de ce que les cadres du ministère des Sports commis pour ce tour veuillent percevoir leur argent. L'argent de quoi? J'ai compris qu'on était en train d'entendre des gens pour un argent d'une maladie sur laquelle les gens se sont sucrés. Apparemment, les gens n'ont pas peur de l'autorité de l'État. Vous n'avez pas pris part à une compétition sur des étapes. N'attendez pas l'argent parce que il faudra le justifier. Autre chose, Edith, parce que ça vous gêne. Allons-y rapidement, nous sommes déjà vous arrivez au terme de cette édition. Autre chose, que les gens cessent de prendre le sport comme une marche à lait et qu'on misère les athlètes. Si les primes sont élevées, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais entre-temps, vous êtes contre le meilleur Camerounais dans l'équipe. Je suis contre le meilleur Camerounais. Sando, la question des primes, à mon avis... Donnons la parole, on fait le dernier tour et puis on va partir. La question des primes, à mon avis, je ne pense pas qu'elle suffise pour répondre aux attentes. Non. Je dis encore que la fédération a un problème, c'est que sur le plan local, elle ne travaille pas pour avoir un calendrier de compétition suffisamment étoffé. Et ça, c'est la base. Vous ne pouvez pas aller en compétition avec quelqu'un qui a fait 10 000 km de compétition alors que vous avez à faire 300. C'est ça le problème. Et c'est pour cette raison qu'on ne gagne pas. Merci. Moi, je dirais que s'organiser ne consiste pas à mettre, n'est-ce pas, de l'autre. Ça ne consiste pas à mettre de l'autre. Parce que je pense que s'organiser, c'est donner de la vie à une discipline. Donner de la vie, c'est nourrir les acteurs, n'est-ce pas, qui font directement la compétition. Parce que c'est de ça qu'il est question. Un fonctionnaire a déjà, de par sa fonction, un métier à l'air. Et l'athlète et les avantages de nature, article 2. Et l'athlète, lui, n'a que, n'est-ce pas, sa compétition pour espérer, n'est-ce pas, avoir une prime de présence. Vous voyez un peu ça. Donc, il faut s'organiser pour faire vivre la discipline. Pour donner vie à la discipline et s'organiser également pour gagner.
Monsieur Sando, on finit par vous. Sando, justement, puisqu'on finit par non. Je voudrais très rapidement dire que le cyclisme... Sando Lomtiti, permettez qu'il finisse ses Ce que je veux dire, c'est que je préfère rester focalisé sur le plan technique. Je crois que le plus important aujourd'hui, derrière nous, les mismanagement en termes d'organisation, en termes de communication et autres, restons focalisés sur 2 secondes. Je crois qu'il est besoin pour l'entraîneur national de faire asseoir les 2 équipes du Cameroun et de leur faire savoir qu'il est important. Il est important, 1, de protéger Kamzon, 2, de lui créer un corridor. Et dans les 2 équipes, il y a des athlètes qui peuvent le faire. Mais il faut extirper de leur esprit l'histoire du meilleur Camerounais, changer et dire que bon, cette prime-là, finalement, on la donne, mais ce sera simplement reversé à tous les athlètes. Le problème maintenant, c'est Kamzon. C'est compris maintenant. Madame, monsieur, nous arrivons à au terme de cette édition de Sport Club. Merci à vous d'avoir été avec nous. On dit merci à ce panel qui nous a fait l'honneur d'être là. Chifoumena, vous n'êtes pas toujours avec nous. Bouma, vous n'êtes pas toujours avec nous également. Les autres, c'est un plaisir de les avoir toujours sur le plateau. Également avec vous dans les quartiers. On vous donne rendez-vous dans 2 jours. Exactement, on se retrouve pour une édition. Bye bye.